Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien ? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Nous sommes dans une guerre hybride. Lâchez nos utérus. Je n'ai pas besoin d'intelligence artificielle pour vous répondre. L'école de la République ne peut pas laisser de côté un quart à un tiers des élèves de 6e avec des difficultés possiblement insurmontables en français et en mathématiques. C'est vrai, Pape Ndiaye. L'école ne peut pas laisser les enfants du 6e avec des difficultés insurmontables. Mais l'école peut-elle laisser des adolescents de 14-16 ans se lever et poignarder et tuer leur enseignante, comme ça s'est passé ce matin à Saint-Thomas-d'Aquin, lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques. On peut en parler de ça, après avoir parlé de OQTF, parler de tout cela. On peut parler de cette France en décomposition. On peut en parler un tout petit peu, même si nous, on est bien protégés, on est les gens de pouvoir aussi, hein, on est bien gardés, hein. Eh ben, il faut quand même ne pas oublier ce qui se passe dans ce pays, on va en parler. Et puis on va parler aussi du compostage humain. Et oui, est-ce que le compostage humain peut aider à sauver la planète si on cesse la crémation et on cesse effectivement de s'occuper des défunts d'une certaine manière? Est-ce que ça peut aider? On en parlera avec une vice-présidente de l'Assemblée nationale. Très intéressante ce qu'elle dit. Et puis nous allons recevoir Jonathan Sixou, un écrivain qui parle du retour de Voltaire. Et oui, la statue de Voltaire à Paris, une statue était persona non grata. Elle était effectivement absolument interdite de séjour. Voltaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Le retour de Voltaire, possible ou pas? Et nous allons recevoir un auteur, un artiste, qui a écrit un livre remarquable, en tout cas qui pose beaucoup de questions. Le transhumanisme, stade terminal du capitalisme, et pas seulement du capitalisme, stade terminal du totalitarisme et de l'humanité. On va en parler avec vous, auditeurs, résistants, hommes et femmes de Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le dernier jour, avant de prendre sa retraite, saluer les enfants, les étudiants, les élèves, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, à l'école, et puis voilà, et adieu, monsieur le professeur. Ça, c'est bien, hein, quand ça se passe comme ça, c'est bien, et ça se passe comme ça, encore heureusement. Mais quand ça se passe autrement, comme il s'est passé ce matin, au lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, une enseignante est morte ce matin. Elle a été poignardée en plein cours par un élève de sa classe. C'est le parquet de Bayonne qui a donné l'information. Il y a exactement, 2h30, voilà. Un élève interpellé, l'adolescent est âgé de 16 ans, évidemment peu d'informations, et puis on va laisser, comme on dit toujours, la justice suivre son cours, et puis évidemment le porte-parole dit, j'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter. Il a également annoncé que le gouvernement apportait son soutien à la communauté éducative et que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, allait se rendre sur place aujourd'hui, dans l'après-midi. Mais oui, bien sûr, et on va condamner fermement, bien sûr. On va encore dire que de pareils événements ne peuvent pas se reproduire, bien sûr. Depuis Samuel Paty, et bien avant Samuel Paty, nous avons entendu le refrain, nous avons entendu la chanson, les paroles restent les mêmes, mais l'air, qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est normal, on me dit oui, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à ce rythme, c'est déjà arrivé à ce stade. Est-ce qu'il est normal quand même qu'un enfant, un élève, un adolescent, alors oui, ils ont couteau, et puis on arrive à une réflexion, etc., carrément, allez, on poignarde, quand on décapite pas.
ça devient très intéressant. Et on aimerait, puisque Monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, c'est très bien qu'il s'occupe de la sexualité des élèves, du genre, des mathématiques, etc. Mais on aimerait quand même que monsieur le ministre de la Justice, que monsieur le ministre de l'Intérieur, que tout ça, est-ce qu'il faut répéter ça 400 fois? Est-ce qu'il faut que la France devient l'open bar des règlements de compte à tous les étages et avec toutes les impunités possibles et imaginables? Est-ce qu'il faut répéter ça et radoter ça combien de fois? C'est quand même, je sais pas, moi, vraiment, on se trouve devant quelque chose qui est terrifiant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les élèves vont aller à l'école, parce que tout ça s'est passé en plein cours, devant les élèves, hein, bien sûr, tout le monde, je ne dis pas le traumatisme, je ne dis pas tout cela, alors oui, on pense aux familles, on pense au moment de Lola, on pense au moment de tel, on pense, oui, on paie, et après on va faire une marche blanche, peut-être, non? On va mettre les bouquets, comme d'habitude, on va chanter Imagine de John Lennon, etc., etc., etc. C'est hallucinant, mais c'est quoi ce que devient ce pays? C'est quoi ce que font les autorités? C'est quoi? Alors, effectivement, on va me dire, oui, on peut pas mettre un policier devant chaque salle de classe. Non. Mais peut-être qu'on peut réagir. Et j'aimerais que monsieur Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, ne passe pas, et je vous le dis pour vous, monsieur Ndiaye, qui est un intellectuel, qui est un homme de lettres, qui est un homme de savoir, que vous ne passiez pas dans l'histoire pour une soupape d'insécurité. Le temps n'est plus aujourd'hui aux lamentations, n'est plus aux condamnations, n'est plus à cette espèce de faiblesse et d'organisation de la lâcheté érigée en mode de gouvernance. Non, franchement, ça suffit. Et puis s'il faut, fouiller chaque élève avant qu'il rentre en classe, il faut le faire. S'il faut sévir, il faut le faire. Si vous ignorez encore en France ce que veut dire le mot sanction, écoutez, si vous n'avez que la carotte et que vous ne parlez pas du bâton, un de ces jours, le bâton va se retourner contre vous et aussi contre nous. Alors franchement, ne souhaitons pas ce temps, mais il peut arriver. Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. C'est la mort qui t'a consumé, Mathia. C'est le cancer que tu as... C'est la mort qui l'a assassiné, Marcia. Oui, Hilarita Mitsuko. La chanson qui les a lancés, la merveilleuse Marcia Baila. La mort, effectivement, comment traiter la mort? Il y a plusieurs manières, on parlera d'ailleurs demain de la fin de vie, c'est encore autre chose, mais là, il y a quand même une initiative qu'a pris déjà depuis quelque temps Élodie Jacquier-Laforge, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée de la 2e circonscription de l'Isère et porte-parole du Modène. Bonjour Madame Laforge. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, écoutez, c'est extrêmement intéressant ce que vous proposez, en tout cas. On peut être pour, on peut être contre, mais justement, on est là pour en discuter. C'est l'autorisation du compostage humain en remplacement de l'incinération, de l'inhumation, de la crémation des défunts. Alors, expliquez-nous ce que veut dire et ce qu'est le compostage humain, exactement. Alors, déjà, je préfère qu'on parle d'humusation. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, vous avez deux possibilités oui. Pour les personnes, à la fois l'inhumation ou la crémation. Oui. Je souhaite qu'on puisse expérimenter en France, donc l'humusation, c'est-à-dire de permettre aux personnes qui le souhaitent, qui sont volontaires, de pouvoir laisser une dégradation naturelle des corps. Aujourd'hui, que vous recouriez à la crémation ou à l'inhumation, vous le savez peut-être, il y a ce qu'on appelle des soins de conservation, notamment. Et moi, je souhaite qu'on puisse expérimenter cette possibilité-là. Pardon, excusez-moi, Madame la députée, pour la crémation, il n'y a pas de la conservation, puisque le corps est brûlé et il ne reste plus que des cendres. Ou alors corrigez-moi si je me trompe, hein, mais... Alors, j'entends votre question et elle est tout à fait légitime. Sauf qu'aujourd'hui, vu les délais
pour pouvoir faire une crémation, Oui. qui s'allongent puisque il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent recourir à l'incinération, mais finalement on n'a pas développé d'incinérateurs et de crématoriums en nombre suffisant. D'accord. Donc malheureusement aujourd'hui c'est nécessaire aussi, même si vous faites une incinération, d'avoir des soins de conservation. D'accord. Donc, vous le savez peut-être, hein, d'ores et déjà aux États-Unis, il y a 6 États qui ont mis en place cette possibilité-là. Et actuellement en Belgique, il y a une expérimentation qui est faite pour l'humusation des corps et de façon naturelle. Alors, en quoi ça consiste très concrètement, cette humusation des corps ? Alors, il y a deux possibilités. Celle qui existe à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est dans un cylindre avec le dépôt du corps avec des matières naturelles qui font que finalement vous arrivez à une certaine température qui permet une dégradation assez rapide. D'accord. Parce que ça dure. C'est l'accélération. Alors, c'est ça. il n'y a pas d'accélération, mais c'est finalement, je suis désolée de vous dire ça de façon aussi directe, hein, mais la décomposition des corps, quand elle est faite naturellement, elle est assez rapide. D'accord. Oui, et donc, ça permet ensuite de récupérer l'humus et de pouvoir, et c'est pour ça que je souhaite faire une expérimentation, de pouvoir l'utiliser dans des lieux dédiés, et ça pourrait être dans des forêts cinéraires, hein, ça existe déjà en Alsace, il y a une commune qui permet de faire ça, et il s'agit vraiment de le faire dans le plus grand respect des restes humains. Il s'agit vraiment de donner toute la dignité et le respect qui est dû aux défunts, qui est dû au corps. C'est-à-dire qu'il y aurait des territoires comme ça réservés, enfin des aires de forêt réservées à cela, quoi, c'est ça. C'est soit ça, soit vous m'avez pas posé la question, je suis un peu étonnée, mais d'où me vient cette idée? C'est finalement mon adjointe de mon village qui m'en a parlé il y a plus de 2 ans, parce que dans le cadre de l'extension du cimetière, elle souhaite pouvoir dans un cimetière, excusez-moi, d'ores et déjà existant, dédié une partie à cette conception finalement assez philosophique, hein, de la façon dont on conçoit finalement notre corps après notre mort. Oui, mais alors, non, je vous ai pas posé la question parce qu'il y avait une question qui me taraudait avant, très sincèrement. C'était que vous avez mis en avant quand même la pollution, la sauvegarde de la planète et le CO2. C'est en tout cas ce que vous avez mis en avant, c'est-à-dire que cette humusation, comme on dit, contribuerait à diminuer le taux de CO2, si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, la crémation, elle représente près de 3% des émissions de CO2, excusez-moi, d'un citoyen par an, et l'inhumation, c'est 4 fois plus. Donc, il faut qu'on ait conscience finalement de l'impact que ça a pour notre planète. Et puis en plus, on le sait, hein, en termes d'occupation des sols. On l'a déjà vu. Hein, vous êtes à Paris, vous savez ce qu'il est arrivé au cimetière qui était au centre de Paris. Donc, c'est une question qui n'est pas une question nouvelle. Ça, bien sûr, ce n'est pas une question. Non, c'est pour ça que c'est. Non, mais je trouve ça, c'est très intéressant de poser le problème et de le poser dans tous ces aspects. Mais ce que vous dites, vous, c'est que donc vous dites que ça dépend. Il faudrait que volontairement, avant le décès, sûr que les gens prennent position en disant en cas de décès, je suis volontaire pour. C'est un peu ça votre idée pour avoir l'assentiment non seulement de la famille, mais est-ce qu'il faut avoir la personne elle-même, avoir l'assentiment de la personne elle-même ou pas? Oui, bien sûr. Oui, il ne s'agit absolument pas d'imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire, il faut bien évidemment que la personne soit favorable. Il faut, et c'est pour ça que je propose une expérimentation, que les communes aussi soient favorables. Et il faut que les opérateurs de pompes funèbres aussi soit favorable à ce dispositif-là. On ne peut pas transposer ce qui se passe actuellement aux États-Unis. On n'a pas la même culture, on n'a pas le même droit. Ça emporterait des modifications du Code civil. Donc, il faut faire les choses par étapes. Mais c'est un sujet
qui me semble-t-il doit être travaillé très en amont. C'est des sujets assez intimes qui nous projettent aussi dans le collectif. Donc, je pense qu'il vaut mieux anticiper, travailler, fixer des bornes et avoir cette volonté de respect de la dignité des personnes. Et notamment le fait de vouloir s'inscrire dans le grand cycle de la vie, si je puis dire, pouvoir respecter cette envie-là, et ce qui est une envie assez importante de nos concitoyens. C'est vrai. Alors vous avez défendu cette initiative par voie d'amendement en 2021, et pour le moment, vous voulez qu'il y ait un projet de loi et que la loi change par rapport à ça. Donc passer par le Parlement, par le Parlement où vous êtes. Est-ce que ça vous paraît jouable dans un délai relativement court, ou c'est vraiment d'abord une longue pédagogie pour vous, Élodie Jacqui-Laforge? Alors, c'est des sujets qui sont très sensibles. Pour moi, ça passe aussi par beaucoup de pédagogie. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer ce matin sur votre antenne, parce que pour moi, à mon sens, ça prendra du temps. Il y a des associations qui existent en France, qui se développent. On voit par exemple aussi que les maires ruraux de France vont dédier leur prochain congrès à la transition écologique. Ouais. Donc on voit que comme ça mobilise aussi beaucoup d'acteurs, c'est pas que des particuliers, c'est pas que des citoyens comme vous et moi, ça nécessite de mobiliser aussi tout un secteur, qui est le secteur des pompes funèbres. Donc je pense que ça prendra du temps, mais là, je me répète, c'est vraiment une expérimentation. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de poser les jalons et de travailler sur ce sujet-là, et de façon la plus transparente et la plus accessible possible pour tous nos concitoyens. Sûr. Mais juste un mot, Élodie Jacqui-Laforge, vous n'avez pas peur de voir se lever un peu contre vous, enfin contre l'idée, les pompes funèbres? Parce que imaginez que tous ceux qui veulent se faire inhumer, je ne parle pas de la crémation, c'est quand même un chiffre d'affaires non négligeable. Il faut en parler aussi. Et là, vous leur coupez l'herbe un peu sous les pieds, là. Alors, ils travaillent, ils ont d'ores et déjà travaillé sur cette question-là. Oui. C'est vrai que les coûts seraient réduits. Et d'ailleurs, les associations qui travaillent sur ce sujet souhaiteraient que ceux qui recourent à l'humusation puissent utiliser finalement l'argent qui ne serait pas utilisé pour leur propre inhumation ou crémation, pour financer des projets de reforestation dans les pays africains. Donc on voit vraiment que c'est à la fois se situer dans sa dimension cycle de vie personnel, mais bien évidemment de se resituer dans notre monde. Et participer à une transition écologique et énergétique plus forte, c'est ça. Tout à fait. En tout cas, c'est intéressant parce que vous allez évidemment avoir, et on l'a vu d'ailleurs à New York, la conférence catholique de l'État de New York a dit c'est pas un traitement respectable de nos restes terrestres. Évidemment, beaucoup de gens vont vous dire mais c'est pas possible de disposer comme ça des corps. Vous avez bien dit que ce serait au choix de chacun. Mais en tout cas, c'est une piste qu'on ne peut pas négliger. C'est une piste que vous avez, je crois, raison en tout cas d'ouvrir. C'est clair. Écoutez, en tout cas, je vous en remercie pour vos propos. C'est vrai que les réactions peuvent être très virulentes. Bien sûr, et certaines personnes se sentent niées dans leur humanité. Moi, je voudrais juste dire que à l'échelle justement de notre humanité, finalement, l'inhumation et la crémation telles qu'elles existent aujourd'hui sont très très récentes par rapport à l'échelle de l'humanité, et encore plus. Et en tout cas, vous avez raison, et en tout cas, il faut respecter la chose la plus importante, c'est la liberté de chacun de décider de la manière, non seulement dont il doit mourir, mais surtout dont il doit être enterré, inhumé ou humusé. Merci, Madame la députée. Merci à vous, merci pour votre invitation. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Alors, Jonathan Sixou, vous êtes écrivain, vous avez écrit de
très beau livre sur Paris, on vous a reçu d'ailleurs. Vous êtes journaliste chez Causeur, au magazine Causeur. Et là, on va parler un tout petit peu de Voltaire. Et Voltaire, non pas lui, hein, on aurait aimé l'interviewer, mais il est plus là, de sa statue dans Paris. Alors, vous rappelez que le philosophe trônait depuis 60 ans dans un jardin à Paris, à 2 pas de l'Académie française. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, vous vous en souvenez peut-être, André, aux alentours de 2019-2020, il y a eu ce grand mouvement mondial qu'on a appelé les Black Lives Matter, qui a lancé la mode du déboulonnage de statues, de la cancel culture, de l'effacement de toute notre histoire occidentale. Et Voltaire n'y a pas échappé, et sa statue, qui est donc dans ce petit square Honoré Champion, derrière l'Institut de France, qui héberge entre autres l'Académie française, a été régulièrement aspergée de peinture. L'hôtel de ville... Depuis au moment des manifs Black Lives Matter, c'est-à-dire entre 2019 et 2020, c'était donc il y a 3 ans maintenant. D'accord. Ces manifs se sont arrêtés depuis un petit bout de temps, et l'hôtel de ville refuse toujours pourtant de replacer Voltaire sur son socle, et Paris, la capitale française, n'a toujours pas de statue de Voltaire dans l'espace public depuis. Incroyable. Mais pour quelle raison ? Quelle raison avance la ville de Paris pour dire que l'hôtel de ville avance un argument qu'on peut dans un premier temps entendre, qui est de dire que cette statue en pierre est fragilisée par ces attaques de peinture et autres à répétition, et qu'on ne peut pas désormais la mettre dans l'espace public comme ça. Et l'hôtel de ville de Paris a proposé de la mettre dans une niche, derrière une grille, dans la cour de la fac de médecine. Ne me demandez pas, André, le rapport entre Voltaire et la fac de médecine. Une nouvelle inhumation. Oui, après le sujet qu'on vient de... Mais c'est assez cocasse. Ouais. Et... j'ai été contacté en tant que rédac-chef culture au magazine Causeur. On reçoit de temps en temps, vous en avez une idée vous-même, des témoignages, des choses, des gens qui vous écrivent spontanément. Bien sûr. Et il y a quelques mois, un simple citoyen, si je puis dire, René Monnier, a écrit une lettre à la rédaction disant qu'il, comme beaucoup de Parisiens, il regrettait que cette statue ne revienne pas sur son socle. Il m'a proposé, je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il avait finalement une idée à suggérer à l'hôtel de ville, qui argue que la statue est trop fragile. Il se trouve que cette statue, à l'origine, était en bronze. Et donc, il a lancé une pétition intitulée « Le retour de Voltaire », qui demande, ça va être un budget participatif d'ici quelques semaines, voire quelques mois, pour demander à la ville de fondre, ce qu'on appelle fondre, c'est-à-dire refaire la statue en bronze, vu qu'on a la statue en pierre. Bien sûr. Et cela commence à chatouiller un peu nos amis à la mairie de Paris, parce qu'ils sont un peu coincés désormais. Et désormais, que se passe-t-il ? On nous dit que le socle appartient à la mairie, mais que la statue appartient à l'État, ou l'inverse. Enfin, il commence à y avoir toute une histoire assez rocambolesque et administrative. Nous sommes, je dis nous parce que je soutiens à titre personnel cette initiative. Pétition, cher Jonathan Sixou, où est-ce qu'on peut la signer pour les auditeurs de Sud Radio qui sont intéressés à ce que Voltaire revienne, en tout cas, en bronze, en tout cas que Voltaire soit là, quand même. Alors, cette pétition est très simple à trouver sur Internet. Vous tapez le retour de Voltaire.com, tout attaché, le retour de Voltaire.com, et là vous allez être dirigé, vous allez avoir un petit historique qui va vous rappeler les faits, et ensuite vous pourrez signer. Cette pétition est faite que vous pouvez la signer soit nommément, soit anonymement, et quand vous la signez nommément, et si vous voulez laisser également vos qualités, on découvre des choses magnifiques. Depuis quelques semaines que cette pétition est en ligne, eh bien nous avons, faut que j'arrête de dire nous, je ne suis qu'un soutien de la cause, mais vous avez, et vous pouvez constater quoi ? Eh bien que vous avez des chauffeurs de bus, des académiciens, des industriels, des maçons, des éditeurs, des journalistes aussi, mais vous avez un faisceau extraordinaire de Français qui se retrouvent dans la figure de Voltaire, des personnes très médiatisées telles que Michel Onfray ou Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter ont aussi signé déjà cette pétition. Eh bien écoutez, c'est très le très retour bien. de Voltaire.com, le retour de Voltaire.com, vous avez raison. En tout cas, voilà, pour ceux qui trouvent que effectivement Voltaire manque à Paris, eh bien vous signez la pétition. Effectivement, que Voltaire ne soit pas là, c'est inadmissible. Je le dis, et je vais signer la pétition moi-même. Merci André. Tout de suite, dans le face-à-face du mercredi 22 février, nous recevons Nicolas Lebeau, écrivain et artiste, pour son livre « Le transhumanisme, stade terminal du capitalisme », édition de la RN Rouge. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Le face-à-face. Le face-à-face du mercredi 22 février avec Nicolas Lebeau, écrivain, artiste, pour son livre Le transhumanisme, stade terminal du capitalisme aux éditions de la Reine Rouge. Bonjour Nicolas Lebeau. Bonjour. Alors Nicolas Lebeau, j'ai reçu ce livre, Le transhumanisme, stade terminal du capitalisme, et j'ai trouvé intéressant, effectivement, que quelqu'un de votre génération, jeune génération, parle de cela et d'une manière justement avec le pas de côté. C'est ça que j'ai trouvé très très intéressant. Le transhumanisme, l'intelligence artificielle, tout cela, on en a beaucoup parlé. D'ailleurs, dès le départ, vous le dites, je dis ça pour nos éditeurs, c'est très intéressant parce que ça met exactement le cadre du débat. Le terme transhumanisme, défini en 1957 par Julian Huxley, c'est d'ailleurs l'introduction de votre livre, comme une forme d'eugénisme positif destinée à améliorer qualitativement la condition des individus, désigne de nos jours, aujourd'hui, le paradigme visant l'augmentation des capacités de l'homme par le truchement de la science, de la technomédecine, des nanobiotechnologies et évidemment de l'intelligence artificielle. Et là, vous y allez sur la Silicon Valley, sur les GAFAM, et de Jeff Bezos à Elon Musk, de Mark Zuckerberg au patron de Google, etc., etc. Alors, effectivement, on peut se demander où on est aujourd'hui. Votre livre sonne un peu le tocsin. Et vous dites, là, on est en train d'arriver, justement, dans ce 21e siècle, en 2023. C'est qu'au fond, tout se passe comme si un certain nombre de gens, appelons-les, si vous voulez, les mondialo-capitalistes, que vous appelez, etc., veulent, au fond, se disent, oh, on a besoin de 10% de la population et les hommes en tant qu'hommes, et vous le dites philosophiquement, on va prendre le temps d'en parler, au fond, ça sert à quoi ? La spécificité, l'individu, etc. Il faut quand même normaliser tout cela. Est-ce que c'est ça, au fond, quelque part, le transhumanisme, c'est la normalisation suprême ? Ça sert à quoi ? Je vous remercie de me sortir de ma torpeur en me posant cette question déterminante qui est la clé, finalement, de compréhension du livre que j'ai écrit. Parce que la thèse centrale de ce que j'ai essayé de produire, c'est que le transhumanisme, comme le capitalisme, n'est rendu possible que par une conception dégradée de l'être humain, fondée sur son aliénation à la sphère de l'utile. Et là, justement, aujourd'hui, on est désinformé par excès d'informations et j'écoutais tranquillement, en essayant de garder mon calme, le bulletin d'information que vous diffusiez. Il y avait une députée de je ne sais quelle formation politique qui nous expliquait que ça y est, c'est terminé. On est dans ce que Renaud Camus appelle la MHI, la matière humaine indifférenciée, qu'on n'a plus notre place sur Terre, que pour favoriser la pousse des arbres afin de préserver la planète de sa destruction organisée, il faudrait nous transformer en compost. Donc voilà, terminé. Je crois qu'on est sorti de la civilisation. Entre-temps, j'entendais une énième histoire de professeurs décapités dans un collège privé. Donc la question que je me posais, c'est est-ce que un élève a filmé cette agression avec son téléphone portable pour ensuite le diffuser sur les réseaux sociaux et en faire profiter ses petits camarades, voire des individus qui se trouveraient à l'autre bout de la planète et qui ne verraient pas ces images comme une part de réalité qui nous serait offerte, mais comme simplement un film hollywoodien qu'on pourrait regarder. Une espèce de dénaturation de la réalité et son remplacement par sa réplique, quoi. Vous voulez dire que, en fait, tout se passe comme, pourtant, c'est bien réel, hélas, ce qui s'est passé ce matin et d'autres moments, et des Samuel Paty et autres. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites, au fond, c'est que tout se transforme, et ça, on l'a déjà dit, en spectacle. Tout se transforme effectivement en perception de la réalité. Mais vous dites, attention, il y a une intention de déréaliser. Il y a une intention de chosifier. Il y a une intention de déshumaniser. C'est ce que vous dites dans votre livre. Je suis pas complètement sûr que ce soit intentionnel. D'ailleurs, je pense que si des individus se retrouvaient par des concentrations monopolistiques de fortune ou de pouvoir que produit cette machine capitaliste livrée à son emballement le plus total, il faudrait à tout prix ne pas les diaboliser, ne pas se retrouver à les
à les considérer en dernière instance comme des ennemis de l'humanité, mais essayer de les comprendre. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que, sans avoir aucune légitimité particulière pour cela, je suis pas universitaire, je suis pas professeur de je ne sais quelle chaire de Paris, je suis un citoyen tout à fait ordinaire. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez le regard de qui... côté et que vous avez oui. le pas de côté, justement. Mais là, faut faire un énorme pas de côté, justement, parce que j'ai quand même le sentiment qu'on est pris dans quelque chose qu'on n'a pas décidé, qui fait violence à nos corps, qui peut-être est fait pour, dans l'intention de nous faire du bien, de nous sauver, en tout cas de nous transformer. Et ça, j'ai pas demandé. Donc, moi, j'essaye de comprendre ce qui se passe, tout simplement. Alors, justement, parce qu'il y a des gens qui, sincèrement, pensent que pour le bien de l'humanité, il faudrait faire ce transhumanisme, qu'il faudrait faire cette transformation. D'ailleurs, vous citez effectivement Michel Foucault, et c'est bien que vous rappelez ce que Michel Foucault disait. Oh ben, après la mort de Dieu, on est dans la mort de l'homme, et tout ça est transitoire. Et l'oubli total, même pas l'oubli, mettre la biologie dans les poubelles de l'histoire, ou presque. Ouais. Ou presque. Pour le bien de l'humanité, c'est bien le problème. En fait, qui sont ces gens pour décider ce que c'est l'humanité ? Où est-ce que ça doit aller ? Comment la transformer ? Quelle direction lui donner de manière uniforme, homogène sur l'ensemble de la planète ? Enfin, l'humanité, moi je sais pas très bien ce que c'est. En tout cas, c'est pas une catégorie politique, l'humanité. Enfin, moi personnellement, je raisonne à l'échelle de la famille que j'ai créée, éventuellement de mon quartier, au-delà de ma province, de ma ville, de mon pays. Oui. C'est peut-être le plus large que je puisse conceptualiser, parce que j'ai un peu horreur des abstractions. Personnellement, c'est avec ça qu'on essaye de nous manipuler, justement, et de nous circonvenir des abstractions. Donc, moi, l'humanité, je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est une catégorie sur laquelle on ne peut pas exercer notre souveraineté, quoi. Et non seulement ça, et on ne peut pas nous dire voilà ce qui est la bonne humanité, voilà ce qui est la mauvaise humanité. Et je voudrais ajouter, si des gens nous expliquent que d'un côté, il y a l'humanité, il faut la faire progresser par l'eugénisme positif ou autre, par le progrès, vers son point de perfection, les gens qui s'y opposent, c'est quoi ? C'est des ennemis de l'humanité, donc faut faire quoi ? Faut les exterminer ? Faut les mettre dans des camps de rééducation ? Faut les rééduquer ? Faut faire quoi ? En tout cas, il faut les emmerder. Faut les emmerder, oui. Ou alors, oui, quand on est poli, on dit les emmerder, dans un langage fleuri auquel on nous a habitués, ou alors, qui crèvent, quoi. Ouais. C'est ça, en fait, l'idée. Et c'est assez terrifiant. On va s'arrêter une toute petite pause, Nicolas Lebeau, et on va reprendre parce que c'est vraiment... Vous avez écrit un livre, justement, peut-être parce que vous n'êtes pas dans ce moule universitaire et autres. En tout cas, vous avez écrit un livre qui éclaire, qui provoque, et je crois qu'on va continuer à en parler. Et vous avez la parole sur Sud Radio pour participer au débat. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Georges Bernanos, dans la France contre les robots. Et ça ne date pas d'hier, mais il y a plus de 50 ans. Voici ce qu'il écrivait, Georges Bernanos, et vous le citez dans votre livre, Nicolas Lebeau. Nous n'assistons pas à la fin naturelle d'une grande civilisation humaine, mais à la naissance d'une civilisation inhumaine qui ne saurait s'établir que grâce à une universelle stérilisation des hautes valeurs de la vie. Et ce que vous dites dans votre livre, c'est un peu le fil rouge, c'est que des GAFAM aux transhumanistes, à ceux qui veulent implanter, etc., c'est cette stérilisation qui est à l'œuvre, à tous les étages. Expliquez-vous un peu là-dessus. Expliquez-nous. C'est un cri d'horreur déjà. Ça vous a pas échappé que j'ai cité Bernanos, c'est pas un spécialiste des questions du transhumanisme, de l'économie mondialisée, etc. J'ai cité la parole d'un artiste qui a eu une réaction humaine, horrifiée, face au phénomène de stérilisation, d'uniformisation, de standardisation qui commençait à apparaître en Occident dans les sociétés développées à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, Seconde Guerre mondiale qui avait été un petit peu le paroxysme dans le cadre d'une brutalisation très intense de la société suite à la guerre 14, bien sûr. De l'industrialisation, de la mort, de la mise à mort. Donc la société s'est reconstruite dans un cadre extrêmement sécuritaire
où on voulait à tout prix mettre à l'écart, absenter du corps social la conflictualité. Oui, c'est ça. Éviter, et ça est... nous a amené à ce que les Américains appellent les safe space aujourd'hui, vous voyez, les espaces protégés. Oui, ce ne truc voit plus complètement surtout de terrifiant où conflit. on ne pense que du même au même et le même échange avec le même dans un cadre complètement Les fermé. clones. Oui, des clones. Donc, et alors, comment vous expliquez justement que les fameuses, les GAFAM, hein, les Google, Facebook, Microsoft, etc., et autres, et Amazon et autres, aient contribué, et pourquoi? C'était justement parce que c'était la meilleure tendance du profit et du marché à accentuer, parce que d'un autre côté on peut vous dire oui mais attendez, heureusement qu'il y avait Amazon, regardez quand il y a eu le confinement et tout ça, je pourrais toujours me procurer mes livres par Amazon, donc ça a du bon quand même la technologie. Alors ne jetez pas l'enfant, cher Nicolas Lebeau, avec l'eau du bain. Oh mais je jette rien, moi. Je jette rien. Heureusement aussi qu'on nous a enfermés pendant 2 mois pour que Amazon puisse asseoir son hégémonie économique. On a vu des tas de petits commerces fermer, puis rouvrir en étant obligés de consacrer la moitié de leur activité à la réception de ces colis. Mais bon, c'est pas non plus comme si chez André Berkoff on pouvait y échapper complètement. Moi-même, n'étant pas audible par le système dominant, je suis quand même obligé de passer par ces plateformes pour me publier, pour diffuser mon travail. Bien sûr. Donc, mais alors justement, allons dans ce sens-là. Ce que vous appelez, vous, ce transhumanisme, c'est effectivement, c'est quoi? C'est la givaroisation ou le côté affaissement de l'humain. Alors, peut-être qu'il faudrait un peu, pour vous, dire ce que c'est que l'humain par rapport au transhumanisme. C'est quoi l'humain? Moi, encore une fois, je n'ai pas de définition de l'humain. Il y a des choses qui ne sont pas des constructions bien sûr, mais intellectuelles. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, je vous parle de votre sentiment, pas de vos ressentis. Mon sentiment, c'est que j'ai quand même le sentiment qu'on essaye de nous transformer, de nous désubjectiver. Ça passe par... on n'a pas décidé du tournant que prend la civilisation. Oui, on nous a pas demandé notre avis. On nous a pas donné notre avis, mais ce qu'on peut, et d'ailleurs Bernanos insiste énormément là-dessus, c'est avec le consentement de l'écrasante majorité de nos concitoyens que l'hégémonie des GAFAM a pu se constituer. Vers 2005, par exemple, quand les plateformes telles que Facebook sont apparues. Moi, j'ai trouvé ça un tout petit peu effrayant de lire les conditions d'utilisation qui étaient à l'époque très claires, selon lesquelles Facebook, enfin le groupe auquel appartenait ce réseau social, était détenteur et propriétaire de l'intégralité des informations, des données qui servent aujourd'hui à nourrir des machines intelligentes de deep learning, entraînant les intelligences artificielles. C'était déjà extrêmement clair à l'époque, mais c'était en 2005. Ouais. Aujourd'hui, on commence à s'intéresser de plus en plus près à faire des lois de régulation sur l'usage que les plateformes monothéistiques pourraient faire de nos données, mais à l'époque, c'était clairement affiché que c'était du ressort de leur souveraineté. Mais personne ne se demandait à l'époque ce qu'ils allaient faire de nos données, et d'ailleurs, même quel intérêt il y aurait pu avoir à les conserver, à les garder pour soi. Enfin, il y a une espèce de mouvement de transparence intégrale dans la société qui a fait que, je veux dire, aujourd'hui, 2 milliards de personnes se fichent eux-mêmes, avec beaucoup plus de précision que n'importe quel système de surveillance étatique pourrait le faire. Là, je veux dire, Bernanos expliquait que quelque chose de funeste apparaissait après-guerre, c'était la reconnaissance des citoyens, leur fichage par rapport aux empreintes digitales. Enfin, il trouvait ça complètement dingue que des millions de citoyens acceptaient que l'État relève leurs empreintes digitales. Aujourd'hui, 89%, je crois, des utilisateurs d'iPhone utilisent régulièrement
la touch ID, la touch d'identification, la touche d'identification, c'est-à-dire le relevé des empreintes digitales pour déverrouiller leur appareil, et considère que cette mesure permet Nicolas Lebeau, alors en quoi ça vous gêne? Enfin, en quoi vous pensez que ça contribue, que le fait effectivement que nous mettions notre doigt ou autre sur la touche ID contribue à fliquer un peu plus, nous fliquer un peu plus? Très franchement, expliquez-nous. Mais, moi, j'essaye de pas personnaliser le problème. Moi, la question que je me pose, c'est, encore une fois, je dis pas nécessairement que c'est mal. Je pense pas que ce soit dirigé contre nous. Néanmoins, on est quand même obligé d'en passer par là. Aujourd'hui, je veux dire, le périmètre dans lequel s'exerce la liberté individuelle se restreint quand même de plus en plus. On est obligé de posséder ces appareils. Déjà, c'est pas très démocratique, tout ça. Sinon, on est sorti du champ social. On est obligé de posséder une carte de crédit. On est obligé de faire des pleins d'essence pour se rendre à son travail. On est obligé de parcourir des distances de plus en plus grandes pour essayer d'en trouver un. On est obligé d'avoir un compte en banque. Oui. Mais donc, est-ce que c'était, alors, non, est-ce que c'était mieux avant? Vous pose la question de façon effectivement naïve, mais vous dites ça, effectivement, ça restreint. Mais est-ce que ça empêche quelqu'un d'exercer sa pleine liberté en utilisant est-ce qu'on peut utiliser cette technologie aussi, parce que vous savez très bien que c'est un instrument. La technologie, c'est l'homme qui l'utilise, enfin l'être humain. Est-ce qu'il ne peut pas l'utiliser dans un sens de liberté? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a un système éducatif qui permet à l'ensemble des individus suffisamment de distance et suffisamment de maîtrise de ces outils? Parce qu'il est vrai que l'éducation nationale continue d'enseigner les savoirs fondamentaux. On sait très bien que les élèves à l'école apprennent à lire, écrire, compter, penser, comme dirait l'autre, et qu'il n'y a pas du tout de destruction des savoirs fondamentaux, quoi. Ouais. Penser surtout. Ouais. Donc je suis pas sûr qu'avec un système éducatif, on le contrôle plus, qui produit non pas des citoyens conscients, capables à la fois de s'autonomiser, d'agir par eux-mêmes et de s'organiser collectivement pour lutter contre ce qui pourrait les asservir, je suis pas sûr qu'on soit en pleine capacité aujourd'hui de choisir collectivement l'usage qu'on ferait de ces appareils. Ouais. Vous dites qu'il faut quand même une certaine éducation et esprit critique qui ne sont pas peut-être les plus présents dans nos chères têtes blondes ou brunes. Ah non, mais je dis pas que c'était mieux avant. Je veux pas comparer déjà des époques que j'ai pas connues avec une époque présente qui a évidemment, toute analyse d'un moment historique, d'une matière qu'on peut traverser, peut faire l'objet d'un questionnement dialectique. Tout à fait. Non, mais ce que vous voulez dire, vous, c'est que les espaces de liberté, quand même, sont sciemment rétrécis. Je dis pas que c'est contre nous ou pour nous, mais vous dites voilà. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué, que je cite d'ailleurs dans mon livre, c'est une phrase du dernier Pasolini, le Pasolini de la fin, qui était en train de voir le tournant... Le grand cinéaste et écrivain Pier Paolo Pasolini. Funeste, qui était en train de prendre la civilisation. Il appelait ça le totalitarisme de la marchandise. Il disait que le fascisme historique qu'il avait bien connu, qu'il avait combattu à son époque, n'attaquait pas les consciences, ça dressait les individus de manière, somme toute, assez superficielle. L'identité profonde de chaque individu n'en était pas, par la propagande et par le dressage... complètement, disons que cette idéologie ne les pénétrait pas. Ça conditionnait leur corps. Ouais. Mais les gens continuaient quand même à penser par eux-mêmes en secret. Alors que la société de consommation qui est la nôtre, le totalitarisme de la marchandise, annihile les consciences. Donc la matrice qui crée les individus, qui encadre les individus est la même en fait. Les gens sont de plus en plus semblables les uns aux autres, de plus en plus standardisés, de plus en plus normaux. Les réactions qu'on peut lire sur Internet sont de plus en plus les mêmes. Il est de plus en plus facile de catégoriser les gens. Il est de plus en plus facile de les identifier, de les classer, de les renvoyer vers des algorithmes. Il y a de moins en moins de diversité d'identité dans leur pensée.
Donc à partir du moment où ces gens sont paramétrables en fonction d'un certain nombre de critères assez nettement établis, il est assez facile de les robotiser. On parle beaucoup de la robotisation, mais il faut pas oublier que pour qu'un métier, pour qu'une classe d'individus soit robotisée, il faut d'abord que cette classe d'individus ait été désubjectivée, vidée de sa substance, pour pouvoir être numérisée, c'est-à-dire dénaturée. Par exemple, les caissiers aujourd'hui sont remplacés par des robots. Mais qu'est-ce que le capitalisme a produit une activité qui consiste à scanner des codes barres toute la journée? L'aliénation psychologique que ça produit. Donc, jusqu'à présent, les bourgeois s'en foutaient, parce qu'après tout, c'était les prolétaires. Mais aujourd'hui, on apprend que la majorité des emplois dits qualifiés, ceux qui nécessitent des cursus importants, des études, de passer par des institutions élitistes, sélectifs, etc., vont également être remplacés par des modules d'intelligence artificielle qui ont des marges d'erreur beaucoup plus réduites que celles d'un être humain. Vous voulez dire qu'après le travail à la chaîne, il va y avoir l'élite à la chaîne, enfin, un certain nombre de gens qui vont être atteints de cela. Oui, et puis on a peut-être 10, 20, peut-être 30% de la population, en l'occurrence la base électorale d'Emmanuel Macron, en fait, qui est un petit peu le porte-étendard de la mondialisation technolibérale, en tout cas en France, s'imagine très volontiers comme faisant partie de cette espèce de classe qui marche sur la tête des autres. On va continuer d'en parler, effectivement, et aussi on va parler des 70% quand même qui ne sont pas tous robotisés, loin de là. Après ceci. Et vous avez la parole au 0826 300 300. Vous nous appelez pour participer au débat. On vous attend avec Nicolas Lebeau, écrivain et artiste, pour son livre « Le transhumanisme, stade terminal du capitalisme ». À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pas vraiment. Le transhumanisme, stade terminal du capitalisme, dit Nicolas Lebeau, stade terminal en fait de tous les totalitarismes également. Alors justement, parlons un peu de ce point de vue des différentes techniques qui consistent à occuper le mieux le temps de cerveau disponible, si tant est qu'il y a encore, et je sais qu'il y a encore un cerveau, c'est clair, et des cerveaux, on le sait, on voit ce qu'on reçoit vraiment, et je ne dis pas seulement ici à la radio, chez les gens et tout ça, vous savez, les gens quand même, il y a heureusement encore beaucoup d'éveillés, beaucoup de gens qui ne sont pas les victimes absolues de cette tentative de robotisation et d'abrutissement. Mais parlons un peu du genre, Nicolas Lebeau. Vous classez le genre, enfin les théories du genre, disons, et de la déconstruction, puisqu'on parle beaucoup de ça, dans quelle catégorie d'armes létales ? Je pense que le capitalisme, de toute façon, veut un sujet neutre, adaptable, glissant, qui peut s'adapter à toutes sortes de variations, à toute forme de progrès, qui sont quelque part un petit peu son hygiène. Donc c'est assez pratique pour le domaine arraisonné par la transaction marchande, de classer les gens, de les séparer, de les pousser à s'identifier à la part la plus superficielle, c'est-à-dire à la plus réversible de leur identité, leur race, leur genre, tout en leur disant que tout ça, ce ne sont que des constructions. Donc par définition, ce qui est construit peut être déconstruit, peut être inversé, peut être... Ah oui, annihilé, réduit, etc. Vous dites qu'en fait, il y a toute une part d'humanité. C'est de l'adaptation, tout simplement. Ouais. C'est de la gestion du parc humain. Donc après, c'est dû peut-être à ce qu'on appelle la stratification éducative. Hein. Aujourd'hui, on a peut-être 40% des jeunes qui sont précipités vers des filières sans avenir après comme avoir suivi une espèce de, je sais pas. Les sociologues. On a, un budget d'État faramineux qui consiste à produire des spécialistes dans la sociologie du genre.
Pourquoi faire ? En quoi sont-ils utiles ? Enfin, on les empêche pas de travailler, on les empêche pas de s'exprimer. Ces gens-là, au contraire, ils sont le discours dominant, ils sont invités dans les médias, ils s'expriment sur tout un tas de sujets, ils font des lois. Parfois, ça prend des proportions qui confinent aux phénomènes totalitaires quand ils empêchent les autres de s'exprimer. Donc, on les laisse faire. Pourquoi un pouvoir autoritaire laisse-t-il faire à ce point se produire un discours qui est censé le contrarier ? Parce que c'est utile, c'est tout. Oui, c'est ça. Oui, c'est utile. En fait, il le contrarie pas, il le sert, mais d'autres manières. Et voilà, c'est le comme vous dites, c'est le billard à 3 bandes ou à 4 bandes. Mais pour revenir à ce transhumanisme, vous pensez qu'on va vers ça inéluctablement, sans faire de prédiction. On n'est pas là pour faire de la voyance, mais quand même, est-ce que on va inéluctablement pour vous avec la puissance formidable à la fois des GAFAM, à la fois de la mondialisation, etc. Alors qu'il y a quand même, on voit, regardez le retour, on ne connaît pas encore une fois, des identités, le retour des tribus. Vous savez, c'était Marshall McLuhan qui disait le tam-tam du village global. Il n'y a rien de plus naturel, surtout dans un contexte hostile, pour des êtres humains de se communautariser. Les gens sont tout à fait fondés à s'entourer de gens qui leur ressemblent, avec qui ils partagent les mêmes valeurs, les mêmes conceptions, les mêmes repères culturels. D'ailleurs, le peuple français est, à ma connaissance, l'un des rares peuples purement politiques, qui n'a pas véritablement de définition ethnique, d'ailleurs. Donc, je veux dire, les gens ont tendance, en l'absence d'un État fort, à se communautariser. Mais alors justement, mais c'est pas... Ce que je voulais dire, en fait, excusez-moi, c'est que le vrai problème, c'est que pendant une trentaine d'années, le champ médiatique, politique, j'emploie les deux termes l'un pour l'autre, finalement, a été accaparé presque exclusivement par des questions économiques. Aujourd'hui, on voit encore le gouvernement nous remettre en plein contexte de guerre en Ukraine où, sans le consentement de l'ensemble de la population, Macron a décidé, tout seul dans un bureau ou avec 2 conseillers, d'envoyer des chars sur le front russe, voire des avions de chasse, enfin, on ne sait quoi. Pendant ce temps-là, on nous assène une réforme des retraites où il s'agirait de bouger de 2 ans l'âge du départ à la retraite. 62-64. Oui. Donc apparemment, c'est un enjeu très très déterminant pour le gouvernement aujourd'hui de faire ça, alors que vu l'état des marchés financiers, du système productif, il est très très difficile de déterminer l'avenir, surtout dans la période de mutation que nous sommes en train de traverser. Donc j'ai entendu l'autre jour sur l'antenne d'Europe 1 ou d'un de vos confrères, un type du Parti Socialiste expliquer à un type du RN ou de l'opposition, ne critiquez pas trop les syndicats, surtout, ils sont précieux, ils sont utiles, si on les avait pas dans la rue, on aurait des gilets jaunes. Donc, ce qui a été très stupéfiant avec le phénomène des gilets jaunes, dont je parle un petit peu dans mon bouquin, c'est que pour la première fois, on a vu depuis... Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Je suis relativement jeune. Enfin, vous avez quel âge ? J'ai 36 ans. Enfin, quoi que je commence à avoir un peu de bouteille, évidemment. Je n'avais jamais vu des gens se mobiliser dans la rue pour des questions existentielles. C'est-à-dire pour des enjeux qui ne sont pas négociables. Attention, ils ont commencé par le prix du fioul. Oui, évidemment. Moi, évidemment, je veux dire, j'ai pas pris part directement aux manifestations, comme tous les bourgeois. Je veux dire, de par ma condition sociale, je suis parisien. J'étais, je veux dire, je découvrais un petit peu ce mouvement. J'ai vu que au départ, il y avait un enjeu économique de survie. Mais c'est vrai qu'après, l'existentiel était là. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est quand il y a eu ce geste particulièrement insultant d'Emmanuel Macron, qui a consisté à leur dire écoutez, maintenant je vous ai compris, tenez, claque 17 milliards et maintenant retournez à vos vies de merde et laissez-moi m'occuper des choses sérieuses comme de gérer le gouvernement, etc. Il n'y a pas eu de... Ça n'a pas calmé les ardeurs de la population. C'est très intéressant que le pouvoir mette systématiquement
face aux gens des enjeux économiques qui, par définition, sont négociables. On peut discuter. Et c'est très facile de discuter quand on a l'argent, quand on détient les moyens de production et qu'on est en position de force pour négocier face à des gens qui n'ont que leur force de travail à vendre. Eh oui. C'est très intéressant. Et on a pu voir récemment, à travers les mobilisations un petit peu convulsives, parfois, qu'il y a pu avoir autour du contrôle sanitaire électronique, que on ne pourrait pas acheter le besoin de continuité historique qui s'exprime dans des revendications existentielles du peuple. Oui. Et qu'il y ait une transmission. Vous voyez pourquoi il n'y a pas lieu de désespérer. Et ça sur terrorise vraiment le pouvoir et ça peut le conduire vers des phases de la plus grande violence. Parce que jusqu'à présent, il a toujours été en position de force pour négocier. Et là, on a affaire à des gens avec lesquels il ne peut pas négocier parce que ce sont des enjeux existentiels. Donc vous voyez que le transhumanisme n'a pas encore gagné. Non, mais c'est pas forcément. Je veux dire, on va vers des troubles assez intenses. Par exemple, il y a eu le thème de la vaccination ARN messager. Oui. Bon, on en pense ce qu'on veut. Je veux dire, on peut considérer que c'est un progrès scientifique. On peut considérer que c'est très inquiétant. Enfin, il n'y a pas vraiment eu de. Ouais. Il y a eu une discussion, enfin. Oui, une discussion très limitée. Enfin, dans votre studio, oui, il y a eu beaucoup de discussions, mais dans les médias dominants, il y en a eu moins. Il y en a eu beaucoup moins. Enfin, bon, bien heureusement sûr qu'on est encore en démocratie. D'ailleurs, je crois que la démocratie ne consiste pas seulement à pouvoir parler d'un problème, mais également d'agir dessus. Il n'y a pas eu de référendum sur la vaccination, il n'y a rien. Il n'y a pas eu de votation. Il n'y a pas eu donc de véritable débat, parce qu'un véritable débat aurait pu aboutir à une décision politique concertée, éclairée, dans l'âme et conscience des citoyens. Mais là, on a vu que 50% en gros de la population trouve ça très bien, la vaccination et le contrôle sanitaire électronique. Je ne porte aucun jugement. 30% de la population se méfie un peu, et pas très sûr, voire un peu plus que ça. Et on a peut-être un noyau dur très ferme de 5% de la population pour qui, à tort ou à raison, c'est pas possible. Les Gaulois réfractaires. Oui, les fameux petits Gaulois réfractaires. D'ailleurs, c'est assez marrant. On a eu, entre les deux tours de l'élection présidentielle, un aveu assez terrible de Macron, qui nous a expliqué qu'il avait appris à aimer les Français. Donc, j'en conclus qu'il ne les aimait pas jusqu'à présent. Et voilà, mais ça, c'est autre chose. Nicolas Legault. Mais ce que je voulais juste terminer là-dessus, parce que c'est un peu au cœur de ma réflexion. Il n'y a que 2 États au monde qui ont imposé la vaccination obligatoire. Le Tadjikistan et le Turkménistan. Même les pouvoirs libéraux autoritaires occidentaux n'ont pas réussi à le faire. Même la Russie. Même la Chine. La Corée du Nord l'a fait, non? Je crois pas. Je crois pas, parce que on peut contraindre les gens sur des questions économiques, mais la plupart des régimes totalitaires ne peuvent s'appuyer finalement, et on l'a vu en 39-45, que sur le consentement d'une écrasante majorité de la population. Si on a une minorité de l'ordre de 5% de gens qui n'acceptent pas, sous aucun prétexte, c'est plus compliqué. Les changements de paradigme, ça crée une force révolutionnaire. Moi, je suis pas révolutionnaire du tout. Non, mais la force révolutionnaire, c'est une autre question. On va en parler avec nos auditeurs. Oui, Nicolas tout à fait. Au 0826 300 300, vous continuez de nous appeler. On va tourner une rapide page de pub et on accueillera Guy de Paris. À tout de suite sur Sud Radio. 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h44 sur Sud Radio, vous êtes bien dans le face-à-face. Vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Nicolas Lebeau pour son livre Transhumanisme, stade terminal du capitalisme. Et on commence par Guy de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour messieurs, merci pour ce livre que je n'ai pas lu, mais je pense qu'il doit être fécond. Absolument, et vous pouvez l'acheter aussi. On vous dira où en fin d'émission. Dites-moi Guy, on vous écoute. Je rejoins ce monsieur quand même. Je vous rejoins, monsieur, dans Nicolas, dans vos considérations. Cependant, ça demande toujours aussi de la retenue, du discernement, pas de précipitation.
C'est-à-dire une période depuis plus de 50 ans où on agit dans la précipitation, sans discernement. Et on néglige les points essentiels, qui sont la préservation de certains principes intangibles, immuables, qu'on ne doit pas détruire. Alors le transhumanisme, pour moi, il existe depuis le début des temps. Le transhumanisme, c'est ce vieillard qui se taille une canne en bois dans une branche d'arbre il y a quelques millions d'années parce qu'il en a besoin pour se porter. Oh non, vous allez pas me dire qu'un porteur de lunettes est transhumanisme quand même, Guy. Sans déconner. C'est dans tous les domaines. Allez, franchement. Ça fait partie du transhumanisme pour moi. Non, Guy, attendez, Guy, excusez-moi, je ne veux pas vous interrompre. Il faut définir les choses. Ce qu'on appelle le transhumanisme, ce n'est pas de céder d'une roue pour avancer. Ça n'a rien à faire. Le transhumanisme, c'est la transformation de l'humain. Je veux dire, c'est une transformation intérieure. Quand je dis intérieure, par voie chimique et compagnie. Quand vous portez je parle de la nature humaine, je parle pas de l'état de santé des gens. C'est quand même très bien qu'on permette à des myopes de voir et à des malades de guérir par le truchement de la médecine occidentale. Il faut pas tout mélanger, franchement, quoi. Parce que là, vous êtes en train de vous embarquer dans un truc, enfin... Attendez, mais Guy a le droit de dire... Non, mais oui, on peut discuter aussi, je veux dire, moi j'ai un côté un peu... Non, mais il faut savoir reconnaître son tort, je retire ce que j'ai dit. Non, bien sûr, Guy, je vous en prie, excusez-moi. C'est la transformation de l'humain, cependant, il y a des moments où le transhumanisme est nécessaire. Les implants, donc pour une personne qui est Alzheimer, par exemple, donc il faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Je commence à saisir, voilà. En fait. Vous pensez qu'on peut faire un usage raisonnable de ces nouvelles technologies. Voilà. Cette personne qui a un très bon cerveau n'a pas besoin d'avoir d'implants supplémentaires pour pouvoir rivaliser, surmonter tout le monde, passer au-dessus de tout le monde. C'est un exemple. Alors, effectivement, c'est toujours l'excès. On doit user sans abuser et surtout bien discerner. Mais qui décide des limites qu'on doit mettre à ça? C'est un peu ça la question que je me pose aussi. Parce que c'est pas nous qui allons décider, nous, pauvres citoyens. Qui? Vous pouvez décider en ne le faisant pas. Est-ce qu'on a le choix? Oui, bien sûr. Vous avez le choix. Ça demande du combat. C'est ce que vous faites, vous, avec votre livre. Vous êtes en train de révéler, et donc vous combattez avec votre livre, vous ouvrez la pensée des gens. C'est un exemple. Voilà, on peut se battre. Et c'est chacun d'entre nous à combattre, à discerner, à détecter la publicité, par exemple, qui vous transforme une personne. C'est terrible, ça. Ne pas se laisser prendre par la publicité, ne pas se laisser prendre par la mode, etc., etc. Comprenez-vous? Je comprends tout à fait, oui. J'ai tenté d'exercer ma liberté d'expression en essayant de produire une enquête pour voir dans quelle mesure, justement, on allait être pris par cette machine qui se destine à nous broyer. On n'est pas tous pris, mais est-ce qu'en dernière instance, c'est nous qui allons décider quelles limites on va donner? Regardez ce monde depuis qu'il existe. À chaque fois, c'est le peuple qui décide de lui-même. Regardez, tout le temps. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ce sont des minorités agressives, agissantes, intolérantes qui font l'histoire et assez rarement les peuples. Mais ces minorités agressives, elles tombent. Écoutez, ça c'est une question... Elles ne tiennent pas. Guy et Nicolas, c'est une question... En Union soviétique, c'était 150 personnes formées, déterminées, prêtes à tuer, qui ont décidé le destin de l'humanité. Là, en l'occurrence, on a 4 personnes dans la Silicon Valley qui décident de quasiment l'intégralité des évolutions technologiques les plus déterminantes sur notre économie, sur notre quotidien, sur nos vies. Donc, ce que j'essaye de dire, Guy, c'est que ce processus échappe, sans porter de jugement de valeur dessus, à la démocratie, puisque la démocratie ne peut s'exercer qu'à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une nation, mais pas à l'échelle de l'humanité entière. Or, c'est l'humanité entière qui va devoir se mettre au pas de ces transformations. Donc, se mettre au pas ou pas? Ou pas. Mais c'est pour ça que j'insistais sur le rôle des minorités. Après, est-ce que c'est forcément désirable? En tout cas, écoutez, merci Guy et merci Nicolas. Guy. C'est une vraie discussion. Je vous remercie Guy de l'avoir posée parce que vous avez tout à fait raison et on fera une émission là-dessus, sur cette histoire de liberté et de volonté de s'opposer, c'est fondamental. Lucien. Merci beaucoup Guy. On reste à Paris avec Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Bonjour à votre invité. Merci à lui d'avoir fait cette enquête et d'avoir consacré du temps à éveiller les esprits et à nous donner effectivement de l'espoir dans
dans notre capacité à résister. Parce qu'effectivement, nous sommes, vous l'avez bien raison, dans des systèmes qui sont oppressants. Malheureusement, l'homme est ainsi fait que lorsqu'il a créé un outil, il s'en sert. Toute la question de savoir, c'est quelle est l'intention de celui qui s'en sert. Donc, on a bien vu effectivement que depuis des années, on a une exclusion de plus en plus grande de personnes, notamment les plus âgées, à tous les outils informatiques. Oui. Et maintenant, on se dit, mais comment on va faire pour que ces gens puissent avoir leur simple droit de citoyen pour continuer à exister. Cette question, effectivement, des libertés, du transhumanisme, est liée typiquement à ce que je vous disais. On a réussi à le créer, et les gens vont vous dire, mais pourquoi on s'en servirait pas? Donc, quelle est l'idéologie qui est derrière? Moi, je pense que le transhumanisme, c'est une idéologie effectivement sous couvert de progrès qui peut être une illusion d'oppression. Et on connaît ça déjà en France depuis un certain temps avec ce monsieur Macron, qui est tout jeune qu'il est, a quand même, j'allais dire, des réflexes de vieux politiciens bien avec un joli petit cuir. Et pour simplement pour vous poser une question, pour aller un petit peu plus loin sur les libertés. Allez-y Jean-Luc, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs. Allez-y. Je ne sais pas si M. Berkoff a déjà fait une émission là-dessus, mais nous avons aujourd'hui un véritable scandale sur l'interdiction de l'école à la maison par la loi séparatiste. Et donc, à côté des outils informatiques du transhumanisme, nous avons déjà des politiciens et des présidents qui s'amusent à restreindre les libertés des Français. Et je pense qu'il faut réveiller aussi les consciences par rapport à ça. Vous avez 60 000 personnes, 60 000 familles en France qui doivent passer sous les fourches caudines des inquisiteurs. Et il va falloir effectivement que ça change, notamment avec l'aval du Conseil constitutionnel. Donc, M. Berkoff, levez cette couverture sur ce scandale. Jean-Luc, on fera une émission là-dessus, absolument, vous avez raison. Il y a un certain nombre d'auditeurs qui l'ont posé, donc on le fera. Juste alors, Nicolas Lebeau, est-ce que vous avez envie de répondre à ça? Oui, tout à fait, je souscris en grande partie à ce qui vient d'être dit par Jean-Luc. Je suis pas du tout spécialiste de la question de l'école à la maison, je suis même très partagé sur le sujet, mais une chose est sûre, c'est qu'on vit dans une espèce de mythologie quant à l'école républicaine. On nous a expliqué pendant très longtemps, et on continue de le faire, que c'était quelque chose qui a été fait dès le départ pour permettre aux citoyens d'être séparés un temps des impératifs de la machine économique et du monde du travail, qu'on leur apprenait à lire, écrire, compter, penser, et qu'en dernière instance, l'école avait été dévoyée de sa mission première. Or, c'est pas tout à fait le cas. Dès le départ, dès l'origine, dès la Troisième République, l'école a été faite pour adapter un certain nombre de citoyens à la machine économique, au capitalisme industriel qui est naissant à l'époque. Simplement, à l'époque, il fallait arracher un certain nombre de fils de paysans au savoir, aux traditions, voire aux superstitions de leurs ancêtres, à leurs terres, pour pouvoir les transformer en ouvriers d'usine. Et on avait besoin de leur donner un certain niveau d'instruction normatif pour les adapter aux exigences de l'urbanisation et de l'industrialisation du pays. Aujourd'hui, ça a donné une classe ouvrière puissante, triomphante, intelligente, qui a pu avancer et consciente d'elle-même, avec une conscience de classe, qui a pu précipiter dans l'histoire un certain progrès social. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, on a besoin de consommateurs résilients, obéissants, neutres, donc l'école est là pour les abrutir. Donc je conçois tout à fait qu'un certain nombre de parents aient recours à l'éducation à la maison pour essayer de leur faire s'échapper. Nicolas, il faut pas être trop long parce que ça... Ah non, je suis désolé, excusez-moi. Essayez, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous attendent. Simplement à dire là-dessus, effectivement, je crois que chaque classe, effectivement, est convie à l'adaptation. Et puis, heureusement, il y a toujours des gens qui se rebellent. Et il y en aura, et j'espère de plus en plus. Oui, merci beaucoup Jean-Luc. Et allons dans le Gard avec Benoît. Bonjour Benoît. Oui, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et bonjour à votre invité. Non, je voulais très vite intervenir sur une chose que j'entends un peu sur toutes les ondes. Donc les gilets jaunes seraient descendus de la rue à cause de la hausse du carburant. Ouais. Bon, écoutez, si ça avait été le cas, ils seraient descendus en 70. Non, il s'agit pour moi ils sont descendus dans la rue à cause de l'injustice
Et il faut bien entendre ce mot, l'injustice, parce qu'une fois de plus, nous tombons sur l'œdème grec, l'œdème des Athènes et d'Athènes. C'est-à-dire que l'œdème accompagne le démos. Et en fait, ce qu'ils remettent en question, c'est la démocratie elle-même. Ils n'en ont pas toujours conscience parce que ils ont été appauvris par un système d'enseignement plus ou moins stupide. Mais en fait, quand ils crient liberté, ils se trompent. Ils devraient crier amour. Ce serait beaucoup plus juste. Cela viendra. Il faut du temps pour défaire les choses. Il faut du temps. Mais voilà, en fait, c'est une injustice. C'est pas le prix du carburant. Non, mais c'est ce qu'a dit aussi pas Nicolas seulement, Lebeau, enfin, effectivement, l'argent est une grosse partie du problème parce que bon, faut quand même pas oublier que statistiquement, autour des ronds-points, c'était des gens à 1 000 € par mois et autour de l'Arc de Triomphe à Paris, c'était plutôt 1 400 € par mois. Donc, ce qui fait de cette catégorie de la population quand même, dans l'ensemble, plutôt des prolétaires, même s'il y avait une petite bourgeoisie très déclassée, très paupérisée. Mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, et je vous rejoins complètement sur ce point, ce qui pouvait, quand on se baladait un petit peu dans les cortèges et qu'on écoutait un petit peu ce que disaient les gens, c'était pas seulement une histoire d'argent, et c'est là que le pouvoir a complètement paniqué. C'était aussi un mouvement de recul par rapport au tournant civilisationnel funeste, anxiogène, non consenti, qui est en train d'avoir cours dans les sociétés. D'ailleurs, c'est tout à fait possible que comment dire? En tout cas, oui. Non, je vous en prie. Oui. Non, parce que je risque d'être long si je parle là-dessus. Je préfère m'arrêter là. Moi, je voudrais. Non, mais c'est très bien. Vous êtes arrêté au moment où on dit attention à ce tournant qui peut être à la fois mortifère et mortel, que vous traduisez dans le transhumanisme, ça termine le capitalisme. Mais je voudrais dire, lisez ce livre, allez sur Amazon, sur édition de la Reine Rouge, procurez-le vous, ça vous donnera en tout cas matière à discuter, à réfléchir, et il faut toujours penser, y compris contre soi-même, comme vous le savez. C'était le face-à-face du mercredi 22 février avec Nicolas Lebeau, écrivain et artiste, pour son livre Le transhumanisme, stade terminal du capitalisme, édition de la Reine Rouge. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Tout de suite l'émission de Brigitte Lahaie, à tout de suite sur Sud Radio. 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 Lahaie, à tout de suite sur